On commence par une petite présentation rapide. Donc, toutes les deux, vous nous connaissez, mais pour ceux qui regarderont le replay, donc Lionel et moi, on est les deux cofondateurs de La Réponse est en toi. Et en fait, on va faire aujourd'hui une petite présentation d'un concept qu'on a appelé sophrologie 2.0 et dont l'objectif est d'associer la sophrologie et la neurologie fonctionnelle pour un rendu encore meilleur, mais ça, je laisserai Lionel en parler. On est associé, comme on dit, à la ville comme à la Seine. Et donc, on n'est pas dans le même bureau parce que j'avais peur que ça fasse des interactions au niveau du son et qu'on ait une mauvaise qualité de webinaire. Mais voilà. Donc, Lionel, je te laisse te présenter rapidement ton parcours. Et puis après, je te poserai quelques questions pour aider à la discussion. Oui, donc bonsoir à tous. Donc, je suis Lionel, père de 3 enfants, donc qui a fait des erreurs d'éducation, mais des erreurs d'éducation a posteriori. Donc, simplement, comme tout le monde, on apprend dans la vie et on découvre plein de choses. La sophrologie, pour moi, était un parcours sur lequel je me suis construit. Je me suis construit à partir de, historiquement parlant, j'ai commencé par une formation de cuisinier, par contrainte, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de débouchés pour moi à l'époque. Après, j'ai fait une formation dans le domaine sportif. Et dans le domaine sportif, je me suis confronté à des gens qui voulaient aller vers l'excellence, vers le mieux-être, vers la performance. Donc, la sophrologie a été un tremplin, une porte ouverte pour aider ces personnes-là dans ce domaine-là. Donc, voilà un petit peu mon trajet par rapport à un poste d'entraîneur et de sophrologue. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus en détail comment tu es passé du coup de la natation à la sophro? Comment et pourquoi tu en es venu à la sophro? Quand on prend un sportif à niveau égal, ça veut dire un niveau de compétence égal au niveau mondial ou international ou régional ou départemental, quel que soit le niveau, ils ont tous à peu près le même volume d'entraînement, les mêmes bases d'entraînement. La différence, c'est le mental qui joue pour permettre à la personne de réussir, de déboucher sur l'excellence, d'être différent des autres. On voit ça sur des gens comme Nadal ou d'autres grands sportifs qui pratiquent la sophrologie, qui pratiquent ces activités-là pour pouvoir être capable de se transcender, d'être au-dessus du lot. Donc, ce n'est pas de l'entraînement physique ni cardio, mais c'est simplement le mental que l'on rajoute qui a permis de augmenter ses capacités. Ok. Et donc, dans ton rôle d'éducateur, d'entraîneur, tu dirais que ça t'a apporté quoi en plus par rapport à simplement de faire de l'entraînement et même à titre personnel de faire de la sophro? Alors, ça a changé fondamentalement ma manière d'entraîner. Déjà par le respect. Parce que bon, dans le domaine sportif, il n'y a pas toujours de respect. Dans le domaine sportif, il y a obligatoirement le résultat et la carte de visite de l'entraîneur, de l'éducateur. Donc, il faut absolument que son équipe ou ses athlètes brillent par rapport à son besoin de reconnaissance. Donc, ça me plaisait pas complètement. Donc, je pense que l'être humain est au centre de tout, même dans la performance. Donc, j'ai pris cette orientation et pour moi-même, dans ma vie, ça m'a permis de découvrir d'autres valeurs. À un moment donné, beaucoup plus de respect, beaucoup plus de sérénité, une approche philosophique dans ce domaine qui a été transposée au niveau sportif. Et ça a été une grande, grande richesse en tous les cas. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur les difficultés à être à la fois l'entraîneur et le préparateur mental du même athlète? Alors, la difficulté, elle est énorme. Je viens de l'expliquer en quelques mots. Il y en a un qui exige de la performance et d'aller chercher les médailles ou de faire des chronomètres ou d'aller vers la performance, la transcendance à travers le muscle. Et l'autre dit, essaie de ressentir ce que tu fais, travaille sur ta respiration, tente des choses, analyse des choses, vis des informations différentes les unes des autres pour te construire. Donc, il y en a un qui a un grand boulevard tout tracé. Il faut aller du point A au point B directement, le plus rapidement possible
pour écraser les autres, pour être soi-disant le meilleur. Puis le deuxième, il dit, ben, prends ton temps, ton cheminement et construis-toi. Construis-toi de l'intérieur pour pouvoir être le meilleur à l'instant T. Donc, une vision plus long terme, tu dirais, avec la sophro? Oui, parce que toutes les personnes que j'ai eu la chance, l'opportunité de croiser dans ma vie, que ce soit dans le domaine aussi bien sportif que extra-sportif, donc dans le cadre d'éducation nationale, c'est tous ces personnes qui ont une ouverture d'esprit qui est complètement une porte ouverte sur les possibles. Et je pense que ça change complètement que quelqu'un qui dit ben, je vais répéter 40 fois le même mouvement parce que je vais connaître par cœur mon mouvement pour obtenir une performance. Oui, c'est une solution, mais elle est limitante. Elle est limitante parce qu'il ne sait faire que ça. Juste ce mouvement et il s'arrête là. Donc, dans le domaine de l'éducation, ben, c'est la même chose, de répéter les choses pour faire rentrer des informations dans la tête des enfants. Oui, c'est une solution. Mais par contre, s'ils n'ont pas la disponibilité, ça ne sert à rien. Les enfants n'entendront pas, ne sont pas en mesure d'intégrer les informations. Donc pour moi, la différence est importante. Ok. Et du coup, la pratique de la sophro, tu ne l'as pas utilisée que en tant qu'entraîneur pour la natation, tu l'as après utilisée pour d'autres personnes. Et donc, tu as fait le même constat, je suppose? Oui, donc moi j'ai été obligé de faire, obligé. Dans le cursus de formation, donc de la sophrologie kcdn, il y a un mémoire à faire à la fin. Et ce mémoire a été fait simplement sur nos stages. Et mon stage à moi a duré 3 années. J'ai pris des enfants en petite classe maternelle qui n'oralisaient pas dans le nord de la France puisqu'ils le prenaient à 2 ans, voire même avant 2 ans. Et je les ai suivis pendant 3 années. Et ça m'a permis de faire découvrir à ces enfants qu'il y a un monde autour d'eux, il y a un monde à l'intérieur d'eux. Et ça l'a permis d'avoir sur des écoles qui étaient un petit peu en tension sociale, d'avoir des enfants et un enseignement beaucoup plus fluide. Donc, ça a été très riche. Et donc, j'ai travaillé aussi avec des adultes par la suite sur différents cabinets que j'ai ouverts en fonction de mes pérégrinations sur cette charmante terre. Ok. On va passer de la sophro à la neuro. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert la neuro? Quand je dis neuro, c'est neurologie fonctionnelle pour les gens qui écoutent. Oui, pardon. Oui, pour nous autres, c'est neuro, mais la neurologie fonctionnelle. J'ai un certain âge. Donc, il a fallu comprendre un petit peu pourquoi j'avais des douleurs, pourquoi j'avais des tensions et pourquoi ces tensions existaient. En n'ayant pas fait des choses absolument fabuleuses avec mon corps, en tous les cas. Donc, je me suis posé des questions. J'ai été consulter un de nos amis qui se trouve donc sur Saint-Étienne, vers Saint-Étienne, et qui faisait de la sophrologie et qui nous a mis un Non, de la peu neuro. neurologie et qui neurologie et qui nous a mis un petit peu le pied à l'étrier, qui nous a fait comprendre que si on avait une problématique de ressenti sur notre corps, c'est que notre corps n'était pas bien équilibré ou il avait des mauvaises informations ou des mauvaises interprétations. Donc, voyant ceci, moi, je me suis plongé complètement, ça fait environ 2 ans que je me plonge dedans, et je me régale complètement parce qu'en fin de compte, la sophrologie permet de travailler sur le mental, sur les blessures du temps passé, sur la problématique de vie existentielle. La neurologie, elle permet de travailler sur le mouvement. Et il faut savoir que tout est mouvement autour de nous. Tout est mouvement simplement à partir de notre naissance et même avant notre naissance, nos cellules sont en mouvement. Donc la sophrologie, pour moi, est un complément de la neurologie. Avec la sophrologie, ça me permet d'atteindre des questionnements, des problématiques des personnes, mais de leur répondre que tout est une globalité.
C'est un ensemble, c'est un tout. On ne peut pas dissocier simplement son mental en disant « je vais mieux dans la tête, j'ai posé mes problèmes du passé ou de la journée, et puis ah ben, je ne vais plus avoir mal. Peut-être, mais bon, si on n'associe pas tout ceci aussi bien à la nourriture, à la respiration, à l'apport d'eau, à tous ces moments d'équilibre qui ont et qui existent autour de nous, ben, on passe à côté. Donc la neurologie nous sert à comprendre et à corriger ces imperfections qui sont mises en place par habitude et qui nous amènent à avoir des souffrances régulièrement, des mal récurrents. Je t'ai perdu. J'ai perdu le réseau. Toujours? C'est bon, t'es revenu. On t'avait perdu ou c'est moi, je sais pas, mais... Moi, je pense que c'est toi qui avais perdu, qui nous avais perdu. Ah, désolé. Du coup, je reprends là où j'en étais. On t'entendait plus non plus. Hein. D'accord. Merci, Corinne. Donc, on va le citer, la personne qui nous a fait découvrir la neurologie fonctionnelle, c'est Jonathan Colombet, qui est coach et propriétaire d'une box de CrossFit, donc d'une salle de sport qui s'appelle 100% CrossFit à côté de Saint-Étienne. Et c'est vrai que c'est lui qui nous a mis le pied à l'étrier et qui nous a fait découvrir, qui nous a offert d'autres perspectives par rapport à la performance sportive. Et après, on a découvert que c'était pas que la performance sportive, mais la performance cognitive, elle va avec, l'équilibre de vie, etc. Donc, du coup, est-ce que tu peux compléter, si besoin, par rapport à ce que tu nous as déjà dit, ce que la neurologie, du coup, a apporté à la sophro, comment ça a changé ta pratique et du coup, comment tu as pu aboutir à ce qu'on appelle, entre nous, la sophro 2.0, donc avec cet apport de la neurologie fonctionnelle, comment tu optimises les résultats, etc. Alors, je reviens un petit peu sur le point de tout à l'heure, c'est la sophrologie resterait plus dans l'émotionnel. On aurait tendance à me placer dans ce domaine-là, mais je répète que l'émotionnel n'est qu'une information, une agression passée ou toutes des informations qu'on a agglomérées qu'on vit négativement. Donc en sophrologie, on dit, on prend le problème, on le pose ailleurs et puis on continue à évoluer ou on voit positivement. OK. Mais ceci n'est que d'ordre mental. Si vous avez une souffrance au niveau du corps, je vais prendre un point récurrent sur un genou ou une hanche ou une épaule, peu importe, prenez ce que vous souhaitez. Et là, vous allez vous apercevoir que peut-être que la problématique que vous avez est d'ordre mental, d'expérience négative d'il y a quelques années ou de la journée, quand vous avez passé une mauvaise journée, vous avez peut-être plus mal à une épaule, on peut traiter cette information avec la neurologie, simplement en prenant compte de cette information et en réactivant. Il faut penser que, je reviens, tout est en mouvement, tout est mouvement pour pouvoir obtenir des résultats. Dès qu'on arrête un petit peu, on est en régression. Donc, pour moi, la sophrologie était une bonne porte d'entrée pour aider les personnes dans le domaine de la neuro. Mais par contre, comme elle est assez statique, sauf pour les niveaux élevés en sophrologie, en niveau 2, 3 et 4, où là on marche, où on fait des mouvements, etc. Mais la plupart du temps de sophro, on a vu avec Paul, c'était simplement attendre, s'asseoir ou s'allonger. Non, c'est la vie, c'est bouger. Si on veut obtenir des résultats, c'est d'associer justement cette puissance que la neurologie a, de pouvoir se joindre à cette sophro pour amener le meilleur aux personnes, d'être dans une cohérence complète de leurs compétences et développer ces compétences vers un mieux-être encore. Donc, c'est vraiment associer le corps et l'esprit, le mental et le physique, finalement. Tout à fait. OK. Oui.
Est-ce que vous avez des questions pour les personnes qui sont avec nous? Et puis après, on enchaînera en expliquant un petit peu comment est-ce qu'on peut te rencontrer et puis ce qu'on peut avoir comme ressources à disposition à ce jour avec la réponse étant toi. Marité, tu avais une question? Non. Non, rien ne me vient à l'idée pour l'instant. J'écoute, je suis toute oui. Voilà. Non, moi non plus, j'ai pas de questions. Non, j'écoute, je suis très attentive. Ok. Donc, je répète, une chose importante, c'est que nous sommes une globalité. Nous ne sommes pas des entités séparées. L'esprit d'un côté, le corps de l'autre. Nous sommes un tout. Si nous transportons des douleurs, ça peut être pour différentes raisons. Et ces raisons-là, elles peuvent avoir des causes émotionnelles ou fonctionnelles. À travers la neurologie, on peut aborder les deux versants. Avec la sophrologie, on peut appuyer encore plus sur cette compétence émotionnelle pour pouvoir dégager cette information au niveau des personnes de telle manière à ce qu'elles puissent retrouver leur plein épanouissement. D'où vraiment l'intérêt de faire le mixte entre les deux. Parce que la valeur humaine, elle est du matin, quand on se lève, au soir où on se couche. Elle n'est pas dissociée avec le problème de la journée, un instant T, qui est une vérité. Mais à un moment donné, peut-être que l'information, le problème qu'on a eu un instant T dans sa journée n'aurait peut-être pas eu lieu si, en amont, on avait fait d'autres approches, d'autres techniques, d'autres travail respiratoire, une autre alimentation, une meilleure construction de soi. Ok. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi si on est intéressé par une séance de Sophro 2.0? Alors, il y a la possibilité de me rencontrer. Donc, en allant sur la réponse est en toi, il y a la possibilité de prendre rendez-vous. Donc, nous sommes localisés sur les Abrets en Dauphiné, sur lesquels j'interviens actuellement dans le cadre de la sophrologie et prochainement en neurofonctionnement sur des cours dans ce domaine-là. À la MJC, tu veux dire? À la MJC, par la MJC. Donc là, il y a la possibilité de pouvoir travailler et de pouvoir se joindre. Comment travaille-t-on? Premièrement, il y a un envoi d'une anamnèse afin de découvrir, de savoir quelle est votre demande, quel est votre passé. Parce que de toute façon, on est le résultat de son passé. On est le résultat de ses expériences de vie, quelles que soient les expériences, positives, négatives ou neutres. Et qu'il va falloir reconstruire quelque chose à travers ce passé. Ce passé, pour nous, en tant que sophrologue, en tant que neuroposturologue, on a besoin de savoir, de connaître ces informations de telle manière à pouvoir vous aider à construire, à vous aider à faire la démarche nécessaire pour pouvoir vous transcender, pour pouvoir vivre pleinement votre vie. Ok. Si tu devais dire, et c'est peut-être une question stupide et j'accepterais que tu me le dises comme ça, si tu veux définir un type de personne à qui la sophrologie 2.0 s'adresse en priorité, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais que ceci s'adresse, alors je vais être un peu violent, uniquement aux gens qui ont envie de faire quelque chose pour eux, pour s'aider, pour se construire, pour aller mieux. Si c'est pour attendre de poudre de perlimpinpin ou de la baguette magique, continuer à prendre des médicaments, ça fait des effets,
ça fait beaucoup d'effets, mais bon, à un moment donné, ceci est un petit peu autre chose. Donc, je pense que ça peut s'adresser uniquement aux personnes qui en ressentent le besoin. Généralement, on est pratiquement la dernière roue de secours. Les gens ont essayé pas mal de choses, les médecins qui comprennent pas, les médecins qui donnent des médicaments. On vous dit que oh oui, c'est dans la tête. Oh, stop. À un moment donné, si vous souffrez, c'est qu'il y a une raison. La souffrance, elle n'arrive pas comme ça, par hasard, au coin de la rue. Que ça soit dû à un accident de la vie ou une mauvaise expérience, cette souffrance, elle est là. Et vous avez la possibilité, à travers cette approche, de pouvoir vous en dégager. Par contre, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, s'il n'y a pas de volonté de faire la démarche et aussi de poursuivre, parce que bon, dans la neurologie fonctionnelle, on vous donne des exercices après. On ne vous abandonne pas comme ça, on ne vous dit pas « Ah ben, on sait ce que vous avez, tant mieux. Ah ben, on ne peut rien faire. » ou non, on va vous donner des exercices, on va vous suivre pendant un certain temps de telle manière à ce que vous puissiez vous construire. Parce que l'objectif, c'est que vous alliez mieux, que vous n'ayez plus ces souffrances récurrentes que vous prenez depuis peut-être quelques jours, quelques années ou quelques décennies pour certains d'entre nous. Ok. Il nous reste quelques minutes de réunion. Donc, je voulais aussi informer du fait que tu te spécialisais, toi, dans les troubles d'apprentissage au sein de La Réponse est en toi. Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi tu te spécialises dans ce domaine-là? Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais commencé mon début de carrière par la cuisine. Ouais, bon, c'est bien. Ben, c'est une voie de garage parce que bon, je suis un dyslexique, un dyspraxique. Et ben, on m'a mis sur cette voie de garage en me disant, ben, il faut faire un métier plus tard, tu vas faire la cuisine. Oui, non, je suis tombé dans un monde un petit peu spécial, un petit peu violent, je dirais, à l'époque, il y a quelques années. Donc, ben, j'ai quitté ce domaine-là, je me suis dirigé dans le domaine sportif. Et dans le domaine sportif, je pense que mon approche, mon évolution vers la sophro, c'était d'aider les gens à mieux fonctionner, à mieux vivre en permanence, parce que c'est important, ben, à travers mon vécu. Et dans mon vécu, ben, j'essaie de dire aux gens, pas de leur dire, ben, t'es maladroit, jamais tu arriveras à faire quelque chose de ta vie. Je trouve ça blessant, insultant au maximum. Donc, pourquoi je me dirige vers l'éthique? Ben, ça me semblait tellement logique. Je trouve ça tellement scandaleux que l'on sache que des enfants sont en souffrance, que l'on trouve comme solution actuelle, qui est peut-être une bonne solution, simplement de leur mettre un ordinateur entre les mains. Et on leur dit, ah ben avec ça, tu vas pouvoir t'en sortir au niveau de l'école. Oui. Non, c'est comme les médicaments. On les aide en leur donnant quelque chose, mais on ne les aide pas au plus profond d'eux-mêmes. C'est-à-dire voir où est la problématique. La problématique, c'est simplement parce que dans leur enfance, ils n'ont pas eu l'opportunité de pouvoir développer tous ces réflexes archaïques que l'on aura l'occasion de rediscuter très prochainement, parce que si on n'a pas eu la chance de pouvoir faire du 4 pattes ou de ramper, ou si on a marché trop tôt, ou si on a parlé plus tard, etc., tout ceci a une incidence sur notre vie, sur la vie d'enfant, dans le cadre de la scolarité, et Dieu sait que c'est douloureux pour les personnes qui vont peut-être se reconnaître là-dedans, qui ont été bafoués, pas respectés, etc. Parce que bon, ils n'étaient peut-être pas comme les autres, parce qu'ils ne comprenaient pas tout de suite, parce qu'ils n'allaient pas assez vite, parce qu'ils étaient trop lents, ou parce que tu es un fainéant, ou quoi que ce soit. Des choses absolument abominables. Donc, non, stop, il faut arrêter. Il y a la possibilité. Au niveau de notre cerveau, nous avons une plasticité cérébrale qui est absolument gigantesque. Ça veut dire que nous avons la possibilité de recréer en permanence des connexions au niveau neuronal. Mais ces connexions neuronales, on les construit qu'à une seule condition.
c'est de se servir de son cerveau et de son corps. Parce que son cerveau, faire des mots mêlés ou des mots croisés, certes, c'est une bonne chose, mais si vous ne bougez pas votre corps, si vous ne faites pas des gestes, des nouveaux gestes tous les jours dans la vie, votre cerveau va utiliser uniquement qu'une connexion, celle des mots croisés ou des mots fléchés ou autres. Par contre, si vous servez de votre corps dans la globalité, votre cerveau, lui, travaille. Donc, va créer d'autres codifications, ramifications. Et là, il y aura de plus en plus d'informations qui sont diffusées. Et là, dans ce domaine, dans le domaine des enfants à troubles d'apprentissage, il faut simplement leur permettre de se construire et pas de leur dire « t'es trop lent, t'es trop nul, t'écris mal, tu ne seras jamais rien, on va te trouver une formation de voie de garage. » Non, il faut arrêter, c'est scandaleux. Voilà. Ok, je pense qu'on a entendu ta révolte. Mais je soutiens tout à fait. Ce sont des séances de groupe ou... Alors, pour les enfants 10, alors pour le moment, j'en suis sur une approche un petit peu différente. Je pense qu'il est indispensable de pouvoir faire prendre conscience au domaine de la petite enfance de l'importance de ce qu'ils font. Donc, ils le font très bien. Ils s'occupent des enfants, ils les langent, ils les jouent avec, etc. Mais par contre, de voir un enfant qui rampe avec une jambe tendue derrière, ça fait rire tout le monde. Le problème, c'est que l'enfant plus tard aura des troubles 10, parce qu'il n'aura pas fait un 4 pattes évolutif, de croisé, etc. Si l'enfant ne fait pas de 4 pattes et se met directement debout, il est précoce, ça va être un petit génie. Non, s'il ne fait pas de 4 pattes, obligatoirement, il va lui manquer des informations. Donc, je pense que c'est très important aussi de recommencer sur cette nouvelle génération qui va arriver, de faire prendre conscience de cette problématique-là. Parce que le faire entendre dans le cadre de l'éducation nationale, tout le monde est dit « Ah oui, c'est merveilleux ». Mais on ne peut pas parce que c'est du cas particulier. Non, stop, ce n'est pas du cas particulier. Si vous vous arrêtez toutes les 25 minutes ou les 45 minutes et vous faites des mouvements avec des enfants dans la classe, ben ça va être un bénéfice pour les enfants qui ont des troubles d'apprentissage, mais ça va être aussi du bénéfice aussi pour tout l'ensemble de la classe et aussi bien pour l'enseignement. Donc, je travaille là sur tous ces domaines. Donc, en groupe, oui, j'essaie de trouver des endroits, des associations, entre autres, qui seraient intéressés, parce que bon, il y a du boulot. Il y a du boulot et surtout, il y a du résultat à la clé. Moi, je fais un pari de 100% de résultat. Je m'engage. Je ne vais pas dire simplement oui, peut-être. Non, non, je m'engage. Je m'engage à qu'il y ait du résultat. Si les enfants participent, après, c'est mon boulot de les motiver, de rentrer en jeu, mais il y a des choses énormes à faire. Par contre, Lionel, excuse-moi, Cécile, si c'est des autistes non-verbaux, non, parce que là, c'est l'infirmière de l'IME qui parle. Oui. C'est ma double casquette. Si tu as des enfants non-verbaux, tu peux travailler avec eux ou non? Oui. Oui, parce que de toute façon, on peut travailler. Je répète, on passe obligatoirement à travers le mouvement. Donc, ça peut être des mouvements des mains, ça peut être des mouvements de la tête, ça peut être des mouvements des pieds ou une alternance main-pied, tête, etc. Donc, c'est simplement de réactiver la connexion cérébrale qui ne se fait plus, qui n'a plus lieu, qui n'a plus été travaillée parce qu'on leur a dit, ben non, c'est bien. Je vais prendre un exemple. Vous êtes des génies en mathématiques, alors vous allez faire que des mathématiques, que de la mathématique. Mais bon, ces personnes-là, à un moment donné, ne sont plus capables de prendre un livre et de lire.